Matinée de tension à Goma, dans le Nord Kivu, où plusieurs structures de la société civile ont appelé à des journées ville morte pour réclamer le départ de la force régionale de l'EAC, un mot d'ordre totalement suivi par la population d'après nos correspondants dans la région. D'abord annoncé en fuite, notamment par la CAH, le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, a finalement comparu ce lundi devant la justice au sujet d'une affaire de détournement d'au moins 48 millions de dollars américains. Un puissant séisme a frappé ce lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 1000 morts et d'innombrables blessés dans un bilan provisoire. Les secouristes sont à pied d'œuvre alors que les dégâts sont de grande ampleur. Mesdames et messieurs, bonjour. Et on conclut que la force régionale de l'EAC ne compte pas contraindre les rebelles de quitter la RDC. La population au Nord Kivu a entamé ce lundi des manifestations plus virulentes pour réclamer le départ de ces troupes autrefois accueillies dans la province. Pour cette première journée, ville morte, à en croire notre correspondant dans la région, Pacheco Kavundama, a été une réussite totale. Zéro boutique, zéro marché, zéro école. Aucune activité n'a daigné ouvrir ses portes ce lundi où toutes les artères de la ville ont été barricadées. C'est depuis maintenant quelques jours que plusieurs artères principales de la ville de Goma restent barricadées. Pour ce lundi, la ville s'est réveillée avec une autre image. Les écoles, boutiques et autres activités socio-économiques n'ont pas fonctionné. Pour la première fois, aucun véhicule n'a été visible sur la voie publique. Tout ceci fait suite à l'appel des groupes de pression et mouvements citoyens qui ont initié une semaine de ville morte pour dire non à la présence de la force régionale de l'EAC à l'est de la RDC. Vous savez qu'on dit souvent que la justice est au nom du peuple. Vous savez, les peuples gomatraciens en général, ils sont tellement très inquiets à ce qui concerne la présence de la CAC, parce qu'eux, ils sont devenus comme des observateurs. Or que derrière nous, il y a ceux-là qui se présentent comme M23. Chaque jour, ils font ce qu'ils veulent. Or que leur mission, c'est pour aller attaquer ces ennemis-là. Fiston Keta, un des jeunes de Goma, qui a aussi respecté cette journée ville morte, déplore toutefois le fait que les immondices ont été placés sur la voie publique, ce qui salit les routes déjà construites. Les gens, n'est-ce pas, viennent jeter les poubelles, leurs poubelles sur les routes principales de la ville. Ce n'est pas aussi bien. On peut mettre les pierres parce qu'à un moment donné, on va les enlever. Mais encore, amener les immondices sur la route principale, ce n'est pas quelque chose que je condamne. Mais néanmoins, cette manifestation d'aujourd'hui ne peut pas passer inaperçue du fait que vous constatez avec moi, nous avons circulé presque partout dans la ville. On a constaté que nulle part où la porte est ouverte. Donc la population a respecté les mots d'ordre donnés par certains organisateurs. Cette série de journées ville morte va se poursuivre ce mardi, sauf changement de dernière minute. Une situation qui devrait traîner en tout 6 jours d'après les mouvements citoyens et les groupes de pression. Seulement, ils ne semblent pas tous d'accord avec cette approche. Des voix se sont levées pour appeler à un retour normal des activités pour ne pas pénaliser la population. C'est le cas du gouverneur en congé sur les réseaux sociaux ou encore d'autres membres de mouvements citoyens. Bien que contre le maintien de troupes de l'EAC au pays, ils ne pensent pas que les journées villes mortes pourraient apporter une solution. Ça veut dire pour une précision que les villes mortes n'étaient pas un appel de mouvement citoyen. C'était un message anonyme qui a circulé dans les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi, pour sortir la population dans la cacophonie, on a communiqué hier à travers certains de nos collègues de mouvement citoyen qui ont éclairé l'opinion que le mouvement citoyen n'a pas appelé à une ville morte. Et ce n'est pas le moment actuel d'appeler à une ville morte parce que la population vit dans une situation économique galopante. Et vu que nous sommes sous alerte rouge, l'ennemi à la porte de Goma, l'ennemi à Kichanga, et on ne sait pas quel moyen l'ennemi utiliserait pour entrer à Goma. Nous sommes contre la présence de l'EAC et la population entière n'est pas d'accord avec les démarches du chef de l'État qui est en train de nous engager dans les communautés de l'Afrique de l'Est qui n'ont pas intérêt à stabiliser notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la vision de l'EAC, c'est de continuer à enfoncer la pression des négociations sur la RDC. Et aujourd'hui, la population n'est pas d'accord avec cette question de négociation avec les terroristes.
D'après toujours nos correspondants dans la région, les manifestations ont débordé quelque peu dans différents endroits. L'on signale des habitations privées pillées, des églises saccagées. Nous y reviendrons avec force dans nos prochaines éditions. Toujours dans le chapitre sécuritaire, plusieurs jeunes auteurs des actes d'atrocité à Kwamouth officiellement ont déposé les armes en acceptant de servir le pays sous le drapeau national. Ils ont été présentés au cours d'une cérémonie tenue à Kinshasa, signalant qu'ils sont des ceux de communauté Teke et Aka, autrefois à couteau tiré. Ils ont tous répondu à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en acceptant de laisser les fusils pour servir la République sous le drapeau national. Ces désormais ex-assaillants et acteurs du conflit ethnique entre les Teke et les Aka à Kwamouth ont officiellement intégré l'armée nationale en présence de la ministre près le président de la République qui s'est battu corps et âme pour mettre fin à cette situation. Pour Nana Manouanina, qui conduit cette mission diligentée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le travail doit continuer pour faire en sorte que ceux qui restent encore dans la forêt sortent le plus rapidement possible. Qui nous amène aujourd'hui, 5e groupe des enfants Mobondo. Avant, c'était les enfants Mobondo, mais aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'il y a aussi des enfants Teke. Il y a 2 groupes d'enfants ici, les enfants Mobondo et les enfants Teke qui ont accepté de répondre à l'appel du chef de l'État. Pour nous, la satisfaction est totale, bien que le travail continue. Parce que vous avez suivi l'allocution du roi qui dit qu'il y a plusieurs enfants encore dans la forêt. Vous avez suivi leur leader américain Ndende qui confirme qu'il y a encore des enfants qui gèrent dans la forêt. Donc la mission continue, bien que jusqu'ici nous sommes satisfaits du résultat que la commission nous apporte. Il s'est de signaler que depuis un bon moment, la paix gagne désormais du terrain dans cette partie du pays qui a été récemment victime des actes d'atrocité. Grâce à la sagesse et au patriotisme des Nana Manouanina, ces jeunes acteurs de ces actes meurtriers dans le Maïndombe privilégient aujourd'hui la paix. Condamné pour avoir refusé de comparaître devant la justice dans l'affaire de détournement de 48 millions de dollars américains à la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucinde, actuel directeur général de cette société, a été, semble-t-il, recherché selon la CAGE hier jusqu'à ce matin. Puis l'on a appris de sources proches que Fabrice Lucinde n'était pas en clandestinité et qu'il allait comparaître devant la justice à la prison centrale de Makala. Au Kassai-Oriental, le Conseil provincial de la jeunesse a lancé la campagne de souscription pour le soutien à la formation professionnelle des jeunes. La cérémonie y afférente s'est déroulée vendredi 3 février à Mbujimayi en présence de plusieurs responsables et chefs d'entreprise de la ville. C'est un projet initié par les conseils provinciaux de la jeunesse en faveur des jeunes du Kassai-Oriental. Évalué à plus de 400 000 dollars américains, ce projet va faciliter et favoriser la formation professionnelle des jeunes. Le président du conseil, José Mpiana, a à cette occasion sollicité la contribution des différents partenaires, autorités politico-administratives, chefs d'entreprise et autres volontaires pour la formation des jeunes afin de lutter contre le chômage au Kassai-Oriental. Ce projet est besoin le principal problème que mange la jeunesse du Kassai-Oriental. Dans le taux de chômage reste élevé face à un déficit. Présent à la cérémonie, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeyamachi Abidi, a salué l'initiative du Conseil provincial de la jeunesse. Je lance ici un appel à tous pour appuyer cette grande vision. Si nous investissons dans la formation professionnelle des jeunes, nous aiderons ces jeunes à créer eux-mêmes l'emploi et résorber tant soit peu le chômage au Kassai-Oriental. Et je demande aux membres de mon gouvernement de souscrire à ces projets. Au jour 1 de la souscription, un montant de 2000 dollars américains a été perçu du gouverneur de province qui a souscrit avec 1000 dollars, le commissaire provincial en charge de l'entrepreneuriat et le ministre de la jeunesse ont souscrit avec 500 dollars chacun. La société Plantation et Huilerie du Congo a pour défi de produire 100 000 tonnes d'huile d'ici 2026. Pour ce faire, la direction générale de cette entreprise a primé samedi dernier à Kinshasa 28 de ses 7800 employés qui se sont distingués en 2022. Grâce à leur dévouement et savoir-faire, le PHC a produit en 2022 60 000 tonnes d'huile de palme.
Au cours de cette cérémonie organisée au Salon Congo des Pullman Hotel à Kinshasa, samedi dans la soirée, la société Plantation et Huileries du Congo a décerné des prix à ses agents qui se sont distingués pendant l'année 2022 dans l'exécution de leurs tâches. Une gratitude exprimée par l'entreprise envers ses employés qui ont réalisé des performances durant l'année 2022, selon la directrice générale des PHC, Monique Gieskes. La valorisation de ces employés en procédant à la classification des emplois. 28 agents ont été sélectionnés dans les 3 sites d'exploitation, Lokutu, Yalingimba et Boteka, sur les 7800 employés que comptent les PHC. C'est le fruit d'un travail qu'on a dû abattre pendant toute l'année et je suis vraiment très content. Je le dédie à toute mon équipe. Il y a un problème de sacrifice. Nous devons se sacrifier surtout nous les gens de la plantation, pour faire sortir la production. Les administratifs et la direction générale de Kinshasa ont quant à eux eu des prix spéciaux. En 2022, la production de la société Plantation et Huileries du Congo a franchi la barre des 60 000 tonnes d'huile de palme, soit une augmentation de 20% par rapport à 2021. Le défi est de produire d'ici 2026 100 000 tonnes d'huile de palme et devenir ainsi leader en Afrique, selon le vœu exprimé par le président du conseil d'administration des PHC via visioconférence. À l'international à présent, d'abord au Mali, Guillaume Nguefa, directeur de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali, a été déclaré persona non grata et devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. L'explication de cette expulsion dans cet élément d'une Héritienne Tambois. 48 heures, c'est le délai annoncé officiellement par le porte-parole de l'adjointe malienne dans un communiqué à la télévision pour que Guillaume Nguefa Atondoko Andali quitte le territoire. Motif, la partialité supposée du directeur division droits de l'homme de la MINUSMA. Les autorités des transitions l'accusent d'avoir mis en avant Aminata Diko comme représentante de la société civile au Conseil de sécurité il y a 9 jours. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour, 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, la décision du gouvernement de déclarer persona non grata M. Guillaume Nguefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. L'expulsé est le Congolais qui dirige la division droits de l'homme et protection de la MINUSMA depuis sa création en 2013. Cette division est chargée d'enquêter sur les crimes commis par tous les acteurs présents au Mali. Signalant que la MINUSMA a été créée pour aider à stabiliser un État menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste, protéger les civils, contribuer à l'effort de paix, défendre les droits humains. Mais la situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver au Mali selon les autorités. L'adjointe fait ouvertement barrage aux investigations de la MINUSMA sur les droits humains et les abus dont les forces maliennes sont régulièrement accusées. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi 6 février le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plusieurs centaines de morts dans les deux pays et des très importants dégâts selon les premiers bilans en constante évolution. C'est dans les premières heures matinales, il est 4h17 quand les secousses s'est fait ressentir. Toute la ville est en mouvement. Un séisme des magnitudes 7,8 sur les sols des Richester fait trembler la Turquie et la Syrie voisine. Les dégâts sont impressionnants. Plus de 500 personnes ont trouvé la mort et plus de 2000 blessés dans 7 différentes provinces d'après les premières données de l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes. Dans la ville de Diyarbakir, les secours sont à pied d'œuvre. Près de 200 personnes se trouveraient toujours ensevelis sous les immeubles effondrés. Malgré le froid et la pluie, les habitants se sont rassemblés à l'extérieur par crainte des répliques. Une cinquantaine de ces cas récidives sont déjà enregistrés selon l'agence gouvernementale des catastrophes. Des secousses ressenties au Liban, à Chypre, mais surtout en Syrie, à seulement 60 km de l'épicentre où les casques blancs de la défense creusent pour extirper les survivants des décombres. Avec parfois des bonnes et des mauvaises nouvelles, les bilans humains évoluent des minutes en minutes. Plusieurs centaines de morts et des blessés sont à déplorer dans les deux pays. Mais les pertes
pourrait s'avérer beaucoup plus lourde. Les portes de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations se sont refermées samedi avec le sacre du Sénégal qui a battu en finale l'Algérie, pays organisateur. Entre-temps, en boxe, les Léopards de la RDC ont créé la sensation au tournoi international Mohamed VI au Maroc. Dans ce panorama sportif, nous allons également parler de quelques matchs des championnats européens avec Christian Bouker, qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Christian. Bonjour, Christopher Ochokou, merci. On commence directement par le trophée international Mohamed VI. Comme je le vois derrière vous, les Léopards ont impressionné. Effectivement, Christopher, les fauves congolais défendent valablement le drapeau de la RDC au royaume chérifien, où se tient bien sûr ces tournois internationaux. Mohamed VI, c'est bien sûr de la boxe. Déjà 2 médailles assurées pour la RDC après la qualification hier en demi-finale d'Esteve Koulengo Koulouka, qui a battu le champion d'Afrique en titre, le Marocain Hamza Al-Barbari, dans la catégorie des moins de 71 kilos. Après arrêt de juge au 2e round, il va affronter demain en demi-finale l'Azerbaïdjanais Aliev Sarkane. Mbaye Moulumba peut aussi en tout cas obtenir son ticket pour la demi-finale puisqu'il va combattre face à Al-Almeri de Yémen. L'autre athlète congolais qui sera sur les rings ce soir, c'est bien Pita Kabeji. Il va affronter le Marocain Assagir Mohamed. Alors il faut dire que ce sera bien sûr dans la catégorie des moins de 63 kilos, excusez. David Chamae, le premier boxeur congolais à avoir obtenu son ticket pour le demi-finale de ces tournois internationaux. Mohamed VI qui se déroule bien sûr à Marrakech. On va également parler de Kyokushin, les activités relancées à Kinshasa. Bien sûr, hier c'était place à la première séance d'entraînement après l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée à Kinshasa au mois de décembre 2022 qui a vu bien sûr maître Frédéric Tchingej prendre le bâton de commandement de cette fédération. Le nouveau président de cette fédération veut en tout cas amener très haut cette discipline. Plus de précision dans ce reportage. Depuis le mois de décembre 2022, la Fédération congolaise des Kyokushin porte une nouvelle robe. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt au travail, et c'est la Ligue de Kinshasa qui annonce les couleurs sur terrain. À l'esplanade du stade Père Raphaël de la Quetule, plusieurs athlètes étaient hyper motivés de reprendre les entraînements en présence du nouveau président de la fédération, maître Frédéric Tchingej, qui restait déterminé à porter haut l'étendard de cette discipline. Je suis content parce que j'ai vu moi-même les niveaux. C'est un niveau supérieur qui mérite d'aller jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au plus haut niveau, au niveau mondial. Mais c'est l'accompagnement souvent qui manque. C'est comme dans toutes les disciplines. L'accompagnement manque. Parfois, les athlètes font leurs devoirs, ils jouent leur partition. Mais c'est au niveau de nous, parfois les dirigeants, qui ne voyons pas loin, qui faisons des choses pour nous et non pour nos administrés. Tressaillis de joie, les athlètes remercient infiniment maître Frédéric Tchingej qui a ressuscité les Kyokushin. Vie ezana président est comme docteur avec Olamsa Bisso. Et maintenant Tolamuki, Tobiki Tolamuki et puis to continue to zone d'activité comme il faut. Dans un avenir proche, les membres de la fédération vont faire la ronde de quelques provinces pour implanter des ligues afin de bien relancer la pratique de cette discipline sur l'étendue du territoire national. Une discipline que personnellement je découvre et que je crois que c'est le cas pour plusieurs téléspectateurs. En quoi elle est différente par exemple du judo ou du taekwondo où l'on arbore parfois la même tenue? Les Kyokushin en fait est dans la famille du karaté, en fait les dérivés du karaté, puisqu'il y a le karaté a beaucoup de variables, le Shotokan, karaté traditionnel, alors les Kyokushin aussi en fait partie. Alors, comme vous le découvrez, autant que le téléspectateur, prenez alors plaisir de le suivre de près puisqu'il y a beaucoup de techniques, puisqu'il faut le rappeler que la plupart des disciplines de combat ont pour origine le Japon. Entre-temps, ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Matinée de tension à Goma, dans le Nord Kivu, où plusieurs structures de la société civile ont appelé à des journées ville morte pour réclamer le départ de la force régionale de l'EAC, un mot d'ordre totalement suivi par la population d'après nos correspondants dans la région.
D'abord annoncé en fuite, notamment par la CAGE, le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, devrait finalement comparaître ce lundi devant la justice au sujet d'une affaire de détournement d'au moins 48 millions de dollars américains. Un puissant séisme a frappé ce lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 1000 morts et d'innombrables blessés. Dans un bilan provisoire, les secouristes sont à pied d'œuvre alors que les dégâts sont de très grande ampleur. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci à vous Christopher. Première question, le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC continue de faire le tour de journaux. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Eh bien Christopher, on doit signaler le 20e sommet extraordinaire de chefs d'État de l'Afrique de l'Est à Bujumbura samedi 4 février dernier continue de faire couler encre et salive en faisant, n'est-ce pas, la une de tous les journaux parus ce lundi 6 février à Kinshasa. Commençons bien sûr avec le quotidien Le Potentiel qui titre à la une « Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Sommet des Bujumbura, l'EAC exige un cessez-le-feu immédiat de tout le parti. » Et la RDC insiste sur le caractère offensif du mandat de la force régionale et a titré le média en ligne Politico.cd en revenant sur le communiqué publié hier dimanche 5 février relatif au dit sommet. Christopher, ce média signale dans ses colonnes intérieures que le gouvernement de la RDC a noté qu'à l'unanimité, le participant a relevé la non-application de la feuille de route du mini-sommet de Luanda par le M23 et Radio Okapi.cd de son côté, à titre plutôt 20e sommet des LEAC, le chef d'État exige la cessation immédiate de toutes les hostilités en République démocratique du Congo et la poursuite du déploiement, n'est-ce pas, des troupes régionales. Ces médias en ligne, Christopher, signalent que tous les protagonistes engagés au front sont priés de se retirer et le chef d'état-major des armées de pays membres sont convoqués dans une semaine. C'est ce qui sort, n'est-ce pas Christopher, du communiqué publié à l'issue de ces sommets en rapport avec les forces régionales qui sont en train de perdre, n'est-ce pas, la confiance de Congolaises et Congolais sur terrain. Le dossier Boukangalonzo aurait fait surface avec la lettre ouverte du professeur Banza. Que dit la lettre ? Eh bien, le sujet Boukangalonzo refait surface, Christopher, depuis la publication de la lettre ouverte du professeur Banza Malale adressée au président de la République. Félix Tshisekedi à ce sujet. Les quotidiens, Le Potentiel l'a pointé aussi à la une, un peu plus bas, affaire Boukangalonzo. Les professeurs Banza interpellent le président de la République, alertant le président Tshisekedi sur le danger, n'est-ce pas, des arrêts contradictoires de la Cour constitutionnelle, dit l'article dans ses colonnes intérieures. Christopher, le professeur Banza pointe du doigt, n'est-ce pas, à un rétro-pédale qui consiste, n'est-ce pas, à ce que devant lesquels nous assistons, ces deux arrêts de la Cour constitutionnelle. Dans la lettre proprement dite, on peut lire, les professeurs dit, je cite, au regard de ce qui précède, force est de remarquer que le premier arrêt, celui du 15 novembre 2021, avait objectivement en droit clôturé tous les débats dans l'affaire Matata Pogno. En revanche, le second arrêt, celui du 18 novembre 2022, vient consolider les bases de débat de la doctrine juridique. Alors son caractère exécutoire est absolument subordonné. C'est ce que dit les professeurs dans sa lettre, Christopher Ochokoun. On va terminer avec ces malheureux événements actuellement dans la Turquie et la Syrie, en deuil. Les bilans est en train de grimper à chaque minute. Exactement, Christopher, c'est un très très grand deuil en Turquie et en Syrie. Christopher, le bilan est revu à la hausse presque chaque minute qui passe. Tous les médias internationaux en parlent et nous sommes tombés sur BMTV qui suit la situation en direct, ces sites français qui titrent « Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi le sud de la Turquie, près de la ville de Gaziantep dans le sud-ouest et retentit dans le pays voisin, entre autres la Syrie ».
Les bilans provisoires, n'est-ce pas, est en train de continuer de grimper à la grande matinée. On a parlé des 17 à peine, mais maintenant on est à 912 personnes qui sont mortes. Et il y a aussi le média en ligne, Les Mondes, ces sites français, qui vient avec 1200 morts. Il y a aussi les temps, n'est-ce pas, de la sympathie qui s'élève un peu partout dans la communauté internationale. Christopher Ochokoum, il y a la Libération.fr, ces sites français aussi, qui signale en titrant la solidarité, séisme en Turquie et en Syrie, la communauté internationale se mobilise. Dans les corps de cet article, ce média mentionne déjà la mobilisation de l'Ukraine qui va envoyer des secouristes et la France qui se tient prête à apporter une aide urgente aux deux pays qui sont sinistrés par ces catastrophes naturelles. Christopher Ocho. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.